alors nous avons la chance d'avoir Alexandre et Catherine parmi nous qui vont nous parler LBE, qui vont nous parler modèle économique, qui vont nous parler technologie immersive. Alexandre, Catherine, la piste est à vous. Merci Sébastien. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravi d'être là. Donc, moi je suis Alexandre Poisson. Je suis chargé d'investissement dans l'équipe French Touch. Et là aujourd'hui, sur les 30 minutes qu'on a devant nous, on va parler d'un tout autre sujet que celui précédemment. On va parler d'exploitation, de création et d'exploitation d'expériences immersives. Et plus spécifiquement, on va regarder un peu un sujet, en tout cas un modèle, un format qui est en pleine croissance ces dernières années, qui est un modèle qui est en pleine émergence depuis 10 ans, qui est le modèle LBE, le Location Based Entertainment. Et on va essayer d'aller plus en profondeur, de comprendre les enjeux de création, les enjeux de production, de distribution aussi, qui concernent vraiment de très près ce modèle-là. On a la chance pour ça d'avoir avec nous aujourd'hui Catherine Seyss, qui est directrice exécutive d'Excurio. Je te laisse juste après la parole, Catherine, mais juste peut-être pour remise en contexte très rapide de pourquoi on aborde cette thématique là aujourd'hui au Big. Effectivement, aujourd'hui, l'expérience immersive, c'est devenu un médium culturel à part entière. On va au cinéma, on va voir des concerts, on va aussi du coup faire des expériences culturelles, que ce soit sur du gaming, que ce soit sur l'expérience immersive, pardon, que ce soit sur l'expérience gaming ou culturelle. On pourrait voir que globalement, il y a deux grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui. C'est qu'on a à la fois des contenus qui sont de plus en plus qualitatifs, de plus en plus réalistes. De l'autre, on a des edge techno qui sont quand même régulièrement levés. Il n'y a qu'à voir les dernières annonces de Meta ou d'Apple plus sur la partie hardware, alors qui nous concerne moins aujourd'hui. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des avancées techno assez majeures en la matière. Et un peu de manière transversale, on a des nouveaux formats, des nouveaux business models qui émergent autour de ça. Comme le LBE par exemple. Et tout ça participe à un usage, en tout cas une magnification de la consommation des expériences. J'avais vu une stat assez intéressante là-dessus justement. Il y a 70%, rien qu'en France, il y a 70% des Français qui ont expérimenté vécu au moins une expérience immersive l'année dernière. Et quand on focus sur les 15-35 ans, c'est plus des deux tiers, plus de 70%. Donc voilà, donc il y a de l'usage, il y a de la consommation, il y a du contenu, il y a de la techno. C'est encore un jeune écosystème, mais il y a quand même des leaders aujourd'hui qui se positionnent. Et donc c'est là que je me tourne vers toi, Catherine. Donc tu es directrice exécutive chez Excurio. Est-ce que tu peux nous dire, déjà te présenter un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais maintenant chez Excurio, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui chez Excurio, et puis après dresser un peu le portrait robot de qu'est-ce que vous faites concrètement chez Excurio. Je te laisse la parole. Bonjour à tous d'abord et merci de m'accueillir, je suis ravie d'être ici. Donc en effet, je suis Catherine Seyss. Moi, mon parcours, il est finalement assez simple. Je suis ingénieure de formation. J'ai passé 10 ans dans le conseil en stratégie avant de rejoindre un des leaders français du divertissement Ubisoft, où j'ai passé 10 ans aussi dans une équipe qui s'appelle le Strategic Innovation Lab. Et puis j'ai rejoint Emissive Excurio depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, où je suis directrice exécutive, donc aux côtés des deux fondateurs. Parce qu'Excurio, c'est une entreprise qui a été fondée il y a plus de 15 ans par deux passionnés de la technologie qui au départ a commencé à travailler sur les technologies immersives. Donc comme je vous le dis, il y a plus de 15 ans, au moment où elles étaient quand même encore très balbutiantes. Et beaucoup en travaillant aux côtés de grandes marques, y compris des grandes marques très exigeantes, comme peuvent l'être les marques de luxe en particulier. Et puis petit à petit, cheminant, ces deux fondateurs ont eu l'idée de créer un format, qui est aujourd'hui le format qu'on exploite et vers lequel on a complètement pivoté, qui est les expéditions immersives. Donc ce format, on a l'ambition d'en faire vraiment le nouveau standard du divertissement, et pour ce qui nous concerne, nous, typiquement du divertissement culturel. Donc les expéditions immersives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aventures en réalité virtuelle, des aventures de 45 minutes qu'on vit en famille, entre amis et en déambulation libre sur de vastes espaces de plusieurs centaines de mètres carrés. Et en particulier, chez Excurio, une de nos fiertés, c'est d'avoir développé une technologie qui est unique aujourd'hui au monde et qui nous permet de détenir le record du nombre d'utilisateurs en simultané en réalité virtuelle, avec plus de 100 utilisateurs en simultané, même 110, 120 dans certains cas. Et donc c'est ça qui nous permet, au fond, de créer, en effet, comme Alexandre l'a annoncé, un nouveau business model et une forme de rentabilité qui devient possible sur des expériences en VR de très grande ampleur.
Merci, c'est hyper intéressant. Justement, on va aller un peu plus loin sur cette dimension-là. Est-ce que avant, si on regarde un petit peu sur plus la partie idéation, création, production, est-ce que voilà, si tu peux nous donner un peu un exemple type en fait de comment aujourd'hui vous produisez une IP chez vous, voilà, la genèse en fait d'un projet, comment elle démarre? Alors aujourd'hui, on a la chance de commencer, très modestement, mais de commencer à avoir une certaine forme de notoriété auprès des institutions culturelles, au moins françaises, et puis on l'espère bientôt internationales. Donc l'idéation, comme tu dis, elle commence par ce qu'on appelle une phase exploratoire, où avec les institutions culturelles, on commence à travailler autour d'un thème qui peut être très vaste en essayant de l'affiner. À l'issue de cette phase exploratoire, on décide ensemble de l'intérêt qu'il y a pour l'institution culturelle et pour nous, ex-curio, à se lancer. Et là, on lance des phases de pré-production et de production qui sont, somme toute, très classiques par rapport à ce qui existe dans le jeu vidéo. Et d'ailleurs, on mobilise le même type de compétences que dans le jeu vidéo, avec des directions créatives, des game designers, des ingénieurs, beaucoup pour développer le code, des artistes, des graphistes, des animateurs, etc. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur l'hybridation que vous avez avec le monde du jeu vidéo, sur les talents que vous allez chercher, enfin, sur les savoir-faire que vous mettez en place sur une étape de production d'une expérience immersive. Est-ce que là-dessus, vous avez... quand vous le démarrez un projet, c'est quoi votre ligne édito? Est-ce que vous essayez de coller justement à des éléments que vous allez chercher dans le gaming? Ou au contraire, est-ce que on en reviendra après, mais les institutions avec lesquelles vous travaillez essayent de se détacher un peu de ça? Ou alors est-ce qu'au contraire, vous essayez de ramener un peu de gamification, de jeux vidéo dans les IP que vous créez? En fait, nous, on a la conviction que la réalité virtuelle, elle peut s'adresser à tous. Mais pour ça, il faut faire ce que nous, on appelle qu'on appelle de la VR douce. Et pour ça, il faut que ce soit très facile à prendre en main, même si on n'a jamais joué à un jeu vidéo, jamais porté un casque de réalité virtuelle. Donc, typiquement, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas besoin des manettes des casques qui souvent accompagnent les casques dans nos expériences. Et on se déplace naturellement, puisque ce sont des environnements en 3 dimensions qui sont à taille réelle. Donc si vous voulez aller d'un point A à un point B dans nos expériences, simplement vous y allez en marchant. Et donc ce déplacement, il est très naturel. Donc c'est vraiment une question de mimétisme et singularité. C'est sur quoi on est mimétique et sur quoi on est singulier. Donc bien sûr, on est mimétique sur tout ce qui est le déplacement et finalement ce qu'on fait habituellement. Et d'ailleurs, y compris le mimétisme, il est aussi en dehors de l'expérience sur la gestion de flux. Elle ressemble beaucoup à la gestion de flux d'un musée, d'une exposition classique. Et en revanche, la singularité, bien sûr, c'est cette techno qui permet de gérer des centaines de personnes en simultané dans des environnements 3D, temps réel, et donc de gérer vraiment la VR à son maximum, c'est-à-dire ce qu'elle permet, ce qu'elle est la seule à permettre, aller là où on ne peut plus aller, voyager dans le temps, accéder à l'inaccessible. Et justement là-dessus, le travail que vous avez, vous avez fait le parti pris d'aller davantage vers les institutions culturelles, de créer des expériences en partenariat avec elles. Comment ce partenariat se manifeste-t-il dans la phase de création, d'idéation? Est-ce que comment vous travaillez avec ces institutions-là? Alors ça dépend, bien sûr, chaque cas est unique et chaque institution a ses propres savoir-faire et puis ses propres méthodologies. Mais nous, typiquement, on travaille avec les institutions culturelles en créant des partenariats de coproduction. Donc elles sont coproductrices avec nous. Donc on a 2 exemples récents là, qui sont le Muséum d'histoire naturelle de Paris et le musée d'Orsay, avec lesquels on a créé de nouvelles IP. Et donc les institutions culturelles, en l'espèce, elles sont coproductrices, elles apportent leur marque, elles apportent leurs scientifiques. Par exemple, à Orsay, ce sont les 2 commissaires de la grande exposition événement 1874, Réinventer l'impressionniste, qui étaient aussi les commissaires scientifiques de notre expédition immersive Un soir avec les impressionnistes. Donc c'est énormément de valeur, cette connaissance, cette rigueur scientifique que les institutions culturelles peuvent nous apporter. Et nous, on apporte toute notre connaissance et ce qu'on est en train de construire sur la grammaire des expéditions immersives, puisque c'est vraiment une nouvelle façon de raconter des histoires. On raconte des histoires à des publics qui sont eux-mêmes en mouvement dans des environnements en 3 dimensions. Donc quand on pense l'histoire, on pense en même temps le déplacement.
Et puis on essaye de créer un certain nombre, enfin il y a tout un vocabulaire qui se met un peu en place petit à petit au fur et à mesure de nos expériences. Et donc les institutions culturelles, voilà, elles sont coproductrices avec nous. Ce qui fait qu'ensuite, et on y reviendra je pense, mais on crée avec elles des nouveaux flux de revenus, puisqu'elles bénéficient bien sûr de tous les billets qu'on vend partout dans le monde en tant que copropriétaires avec nous des IP que nous créons. Oui, effectivement, enfin, ce que tu dis, c'est très juste. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez cette partie coproduction qui vous permet de dérisquer en partie le financement et la production de vos IP. Et vous apportez, tu me corriges si je me trompe, mais vous apportez un flux de monétisation supplémentaire sur des enjeux j'ai envie de dire, de nouvelle expérience, digitalisation des expériences in situ dans les musées. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, sur la dernière IP que vous avez créée avec Orsay, comment vous avez, sur les impressionnistes, comment ça s'est créé en fait, la volonté de vouloir créer cette IP-là dans le contexte de l'anniversaire de l'inauguration de l'inauguration de la première exposition impressionniste. Exactement, je m'en rappelais plus. 1874. Exactement. Comment est venue l'idée avec concrètement sur ce use case là précis, comment ça s'est fait en fait avec Orsay? Alors sur ce use case précis, on était 3 coproducteurs. Donc Excurio qui est le coproducteur principal, mais aussi Gédéon Expérience qui est une boîte de production et qui fait beaucoup d'expériences très qualitatives en VR, et puis donc le musée d'Orsay. Et en fait, Gédéon avait déjà l'idée de faire une expérience immersive. Donc on va sans doute y revenir, mais ça peut couvrir beaucoup de champs différents. Mais en tout cas, avait déjà cette idée de faire une expérience autour de ce premier anniversaire et avait commencé à travailler sur la reconstitution en 3D de l'atelier Nadar. Donc l'atelier Nadar, il est boulevard des Capucines, et c'est là qu'avait eu lieu le 15 avril 1874, la première soirée exposition impressionniste à Paris, en marge du salon officiel. Et donc, c'est vrai que dans ce cas précis, l'idée, elle vient de Gédéon. Par ailleurs, nous, on était déjà en contact chez Excurio depuis longtemps avec le musée, avec lequel on réfléchissait à différents projets. Et donc, finalement, en quelque sorte, les étoiles se sont alignées et on s'est dit, plutôt que de faire un autre projet, travaillons directement sur celui-ci. Et donc, on s'est mis à 3 coproducteurs, donc Gédéon, Orsay et nous-mêmes, autour d'un soir avec les impressionnistes. Et ça, c'est plus pour la partie institution. Après, effectivement, la partie production, en coproduction avec des institutions. Sur, du coup, plutôt ce volet distribution, comment aujourd'hui, une fois que l'IP est créée, une fois que vous l'avez coproduite, qu'elle a maturé, comment créer cet effet catalogue, comment créer cette stratégie de distribution ensuite des IP. Moi, ça m'intéresse de savoir, que tu expliques un peu comment justement Excurio, par quel angle a attaqué la distribution et ce marché-là. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Donc, c'est aussi un des éléments qui sont très importants pour nous. Donc, on crée un catalogue de contenus. On crée une technologie qui permet de les diffuser dans les conditions particulières que je vous ai exposées. Et puis, on crée un réseau partenaire de lieux de distribution. Et dans ce réseau partenaire qui compte aujourd'hui plus de 20 lieux sur 4 continents, donc on est au début, notre premier lieu a ouvert en 2022. Et on a bien l'intention de continuer à l'étendre, ce réseau, mais on a déjà une petite masse. Et d'ailleurs, on a déjà accueilli plus de 2 millions de visiteurs dans nos expéditions, alors qu'on a ouvert plus de la moitié des 20 lieux dont je vous parle que cette année, en cours d'année. Donc on est sur une progression. Et ces lieux partenaires, certains sont des musées, et en particulier Un soir avec les impressionnistes a bien sûr été présenté, j'allais dire en majesté au musée d'Orsay, parce c'était exceptionnel d'avoir à la fois l'AVR et l'Expo Beaux-Arts 1874, bien sûr, et ça c'est un dispositif qui est unique, puisque nous on n'est pas capable d'exposer les œuvres réelles. Mais ce qu'on construit, c'est surtout un réseau partenaire de lieux qui sont pérennes, et qui sont capables d'accueillir l'ensemble de notre catalogue. Parce que c'est aussi une des forces de la technologie d'Excurio que d'être capable, dans un même lieu et au même instant, de permettre à des visiteurs d'expérimenter différentes IP. Donc aujourd'hui d'ailleurs, on est jeudi, donc c'est samedi, après-demain, qu'ouvre notre premier lieu, alors au monde, mais à nouveau modestement, mais le premier lieu qui va accueillir 3 expéditions immersives en même temps, qui est à Paris et Bercy, juste à côté, Bercy Village.
puisque Bercy va proposer en même temps Kéops, Monde Disparu et Un soir avec les impressionnistes. Et donc la technologie, elle permet de faire cela en même temps, ce qui permet, dans un lieu donné, bien sûr, de maximiser le taux de remplissage. Si je compare par rapport à un cinéma, on n'a pas des séances dédiées à chacun des titres, mais on a bien des créneaux, et les gens viennent voir ce qu'ils veulent dans ce créneau-là. OK. Et là-dessus, justement, c'est quoi, si on va un peu plus loin sur les enjeux, tu parlais effectivement de modèles d'exploitation de salles comme dans le cinéma. C'est quoi les enjeux pour demain, un partenaire, un opérateur émissif qui prend une de vos IP, que cette IP, quels sont les enjeux liés au lancement, liés à ce que l'IP fonctionne, comment mesurer ça aussi concrètement, et voilà, quels sont les enjeux pour que ces IP-là durent le plus longtemps possible, soient le plus longtemps exploités sur ces lieux par ces opérateurs tiers sur lesquels vous travaillez avec, mais vous n'avez pas forcément directement la main sur tout un tas d'éléments. Comment vous arrivez justement à faire ça ? C'est vrai que là, on arrive un peu dans une deuxième phase par rapport à ce que tu dis. Au début, notre premier enjeu, c'était de convaincre des opérateurs de se lancer avec nous, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'investissements, y compris d'investissements en CAPEX, qui sont nécessaires pour ouvrir un lieu avant d'être capable de l'opérer. Donc le premier enjeu pour nous, c'était de montrer que c'était rentable pour un opérateur d'ouvrir un lieu et d'opérer une expédition immersive. Donc maintenant, on commence à avoir suffisamment de track record pour que les opérateurs aient de plus en plus confiance pour se lancer avec nous, puisqu'on a quand même ces 20 lieux dont je vous parlais qui sont déjà ouverts, pour lesquels on a des chiffres et qui fonctionnent. Donc ça, c'est un premier élément, bien sûr. L'enjeu, c'est trouver des partenaires qui vont nous accompagner et qui vont nous accompagner sur la durée. Donc ça veut dire concrètement pour eux, signer des baux potentiellement assez longue durée, donc se mettre un bail sur le dos, et donc avoir confiance dans notre capacité à continuer à les alimenter avec de nouvelles IP. Donc c'est de plus en plus facile parce qu'on a du track record, et de plus en plus facile aussi parce que notre catalogue commence à s'étoffer. Quand on a débuté, on avait une seule IP. Maintenant, on en a déjà 3 au catalogue qu'on peut distribuer nous-mêmes. Donc ça commence tout doucement. Ensuite, bien sûr, il y a tous les enjeux de positionnement des points de vente, où les mettre, comment les marketer, comment les lancer. Et ça, c'est vrai que notre parti pris au démarrage, dans cette première phase que j'exposais, c'était de faire confiance à différents opérateurs, y compris locaux. Quand on est en Chine, par exemple, on sait bien qu'en tout cas, nous, on n'est pas des spécialistes du marketing sur le marché chinois. Donc, on se repose sur nos partenaires locaux pour lancer les expéditions. Et puis là, on commence à engranger, du coup, grâce à ça, beaucoup d'expérience, beaucoup de do's and don'ts sur ces expéditions, en constatant ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, etc. Et donc maintenant, on va aborder une deuxième phase, et pour nous, c'est un des gros enjeux. C'est en même temps qu'on intensifie la distribution, c'est aussi l'homogénéiser et lui faire augmenter encore sa qualité d'accueil pour augmenter encore l'expérience du visiteur. Hyper intéressant. Et justement, sur cet aspect de distribution, mais plutôt sur un volet à l'international, parce que là, vous travaillez, d'ici la fin d'année, vous aurez une vingtaine d'opérateurs, de points de vente ouverts. Est-ce que, alors peut-être c'est encore un peu tôt pour le dire, mais est-ce qu'il y a des disparités et des contraintes selon certaines régions géographiques, à la fois sur le contenu ou à la fois sur la manière dont les lieux doivent être opérés ? Est-ce que, par exemple, d'aller voir une expérience sur les impressionnistes, ça va être vécu de la même manière en France à Orsay ou en Asie ou aux US, par exemple ? Est-ce que vous constatez quelques différences là-dessus, ou c'est encore trop tôt pour le dire ? Oui, je pense que c'est surtout beaucoup trop tôt pour le dire encore. En fait, on ouvre encore tous nos lieux partenaires avec Kéops, qui est notre première expédition immersive. Et donc, on n'a pas encore, par exemple, de recul. Tu parlais tout à l'heure de longévité d'une IP. Kéops continue à cartonner, y compris dans les points de vente qu'on a ouverts il y a le plus longtemps. Et donc, en tout cas, on ne voit pas encore de signe d'essoufflement de Kéops, même dans les points de vente ouverts en 2022. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et je n'ai pas encore non plus de comparaison. Est-ce que c'est Kéops qui est extraordinairement, qui a une longévité particulière, ou est-ce que c'est vraiment les expéditions immersives qui peuvent prétendre toutes à cette longévité? Ce qu'on constate en revanche, pour donner quelques éléments de réponse qu'on a déjà, c'est qu'il y a une étude des publics qui a été faite à Orsay pendant qu'un soir avec les impressionnistes y était présenté. Et en tout cas, il y a énormément de chiffres qui sont intéressants à retenir, mais moi, il y en a 2 que je retiens. Il y en a un qui est la grande satisfaction
que ça a généré auprès des publics d'Orsay. On a eu plus de 98% de taux de satisfaction par rapport à une exposition standard à Orsay. Elles sont toujours magnifiques. D'habitude, ces expos, elles sont plutôt autour de 80-85. Donc, la satisfaction sur la VR a été très importante et c'est intéressant, je trouve, pour une institution culturelle parce que ça prouve que ça correspond aussi au public de ces institutions, ce qui était un peu une question au démarrage. Et puis l'autre chose qui est intéressante dans les chiffres, c'est que 40% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont allés à Orsay pour faire l'exposition VR n'étaient pas venus à Orsay depuis 5 ans. Donc c'est intéressant parce que ça prouve que ça permet aussi de faire venir, voire revenir des publics et en particulier des publics jeunes. Après, c'est la prochaine étape en effet, c'est de commencer à comprendre mieux qui sont nos visiteurs, y compris donc, dans les autres lieux d'exploitation, ceux qui ne sont pas dans les institutions culturelles. Ok, et c'est hyper intéressant. Et du coup, sur cette, tu parlais tout à l'heure de modèles multititres, enfin en fait d'avoir un point de vente sur lequel vous avez plusieurs expériences en live en fait au même moment. Comment ce renouvellement est favorable? Est-ce qu'il l'est? Est-ce que vous voyez déjà des effets assez concrets en fait sur aujourd'hui un point de vente qui depuis quelques mois opère une IP, une nouvelle IP arrive? Est-ce que vous voyez comme un peu une salle de cinéma qui renouvellerait régulièrement en fait son programme? Est-ce que tu penses qu'avec ces nouveaux modèles, ce nouveau point de vente multititre, on se dirige un peu là-dessus ou on est encore un peu plus loin? Mais est-ce que à terme on pourrait imaginer demain aller enchaîner les expériences ex-curio comme on irait au cinéma, voir plusieurs films finalement? Alors, en tout cas, c'est le pari qu'on fait, clairement. Nous, on croit que le multititre a beaucoup de vertus. Ça reste encore à démontrer. Et puis, ce multititre, il peut s'exprimer, si je puis dire, de plein de manières différentes dans le réseau. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on est encore en train de tester énormément de choses différentes. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand on lance un nouveau titre dans un point de vente, ça a quand même tendance, bien sûr, à faire un pic dans les ventes et dans les visites. Et pour le moment, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un très bel équilibre qui se crée entre les IP qui sont présentes au sein d'un point de vente. Après, nous, notre gros enjeu là-dessus, c'est aussi de continuer à augmenter la densité des points de vente. À la fois la densité, le nombre de points de vente dans une ville, mais aussi la densité au sein des points de vente et d'augmenter la capacité de chacun de ces points de vente. Et ça, le multititre est aussi intéressant parce que c'est une manière, nous on croit beaucoup que ce qui compte, c'est le titre qu'on va faire et plus que la technologie. Et d'ailleurs, on essaye de suggérer à nos opérateurs de communiquer sur les titres, sur les contenus, parce que c'est ça qui va attirer les clients, les visiteurs, et plus que sur la technologie elle-même, qui n'est finalement qu'un médium comme un autre. Et donc, le pari, c'est effectivement qu'en pouvant communiquer sur plusieurs titres, on va attirer plusieurs types de publics et qu'on a plusieurs points d'accroche, si je puis dire, qu'on peut essayer d'utiliser. Parce que ce qu'on constate aussi, c'est qu'en général, quand les publics ont fait un titre, ils ont envie de faire les autres. Donc c'est intéressant d'avoir cette palette, si je puis dire, d'accroches possibles pour les faire venir et leur faire tester une première expédition immersive. Et c'est intéressant ce que tu disais sur la partie, je reviens juste sur ce que tu viens de dire sur la partie plutôt tech. Alors, effectivement, alors la tech immersive, c'est un moyen en fait de vivre l'expérience. Mais justement là-dessus, ça m'intéresserait de t'entendre sur est-ce que vous êtes encore contraint, même d'un point de vue sur les sites en fait, pendant l'expérience. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des verrous sur le hardware que vous utilisez, sur les casques ou ce genre de choses? Si on fait un peu de prospectif, est-ce que demain, en fait, le réalisme sera vraiment, on arrivera à des expériences ultra réalistes, etc. Ou c'est pas forcément l'enjeu que vous portez et vous vous dites en fait le savoir-faire créatif, l'ADN créatif nous on va mettre en avant arrivera en fait, sera vraiment le facteur différenciant plus que d'avoir une techno ultra réaliste de casque ou de choses comme ça. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, pour répondre d'abord directement, oui, il y a bien sûr des contraintes. Et bien sûr que plus les casques progressent et plus leur capacité de mémoire, en gros, va progresser et plus nos expériences seront belles dans ces casques. Et donc ça, c'est bien sûr encore une contrainte aujourd'hui, mais le marché ne fait que progresser là-dessus. Et ensuite, ce que tu décris, c'est aussi beaucoup une question de direction artistique.
Et par exemple, si je prends l'exemple de Monde Disparu, donc, qui est l'expérience qu'on a créée avec le Muséum d'Histoire Naturelle, c'était une volonté des scientifiques, des paléontologues avec lesquels nous avons travaillé, que d'avoir une direction artistique un peu, alors moi je ne saurais pas bien la définir, je n'ai certainement pas le bon vocabulaire, je ne suis pas directrice créative, mais un peu cartoon, un peu dessin animé, pour ne surtout pas laisser croire aux visiteurs que ce qu'ils voyaient, les dinosaures qu'on rencontre, étaient des vrais dinosaures, au sens où les scientifiques ont encore beaucoup de doutes sur la réalité de l'apparence de ces dinosaures. Donc tout ce qu'on voit dedans, quand on voit un dinosaure avec quelques plumes, etc., c'est bien validé par un scientifique qui pense aujourd'hui que c'est bien au plus proche de la réalité. Mais pour certains, il y a encore très peu d'indices, et notamment pour les espèces qui sont très anciennes, bien avant les dinosaures. Et du coup, cette direction artistique, elle permet quelque part de séparer la vérité scientifique connue aujourd'hui de l'imagination de nos artistes. Et question peut-être un peu bête, mais est-ce que demain, dans le modèle Excurio ou d'autres modèles voilà, de création d'IP immersifs, est-ce que vous avez vocation à peut-être potentiellement avoir des IP plus grand public qu'on pourrait même vivre chez soi, ou au contraire l'apport en fait d'un curateur et d'un partenariat avec une institution culturelle dans un contexte aussi, par exemple comme tu disais les impressionnistes, d'avoir eu cette autre exposition physique à côté, ça a quand même ces gros avantages-là de créer une expérience qui est à plus forte valeur ajoutée que de juste avoir une expérience chez soi, peut-être moins qualitative et plus masse, j'ai envie de dire. En effet, d'abord aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus masse parce qu'il y a une question de base installée. Donc là, rendre la VR accessible, c'est aussi permettre à des gens qui n'ont pas de casque chez eux d'aller expérimenter de la VR et en l'occurrence, je pense l'expérimenter dans des conditions assez formidables parce que justement en déambulation libre dans 700 mètres carrés, donc à moins d'avoir un très grand salon, c'est rarement possible chez soi. Et cette déambulation, pour nous, elle fait vraiment partie de l'expérience dans la mesure où, quand on visite, par exemple, la pyramide de Khéops, le fait d'avoir marché dans le tunnel d'Al-Mamoun, on s'en souvient beaucoup plus, comme si presque on y avait été, que si on l'avait vu. C'est un peu la même différence qu'avec un documentaire. Après, en effet, enfin, bien sûr, un jour, peut-être, on aura beaucoup plus de bases installées de casques VR à la maison et ce sera intéressant de créer des expériences adaptées. Mais en tout cas, aujourd'hui, les expéditions immersives, nous, notre pari, c'est qu'elles ont un intérêt aussi pour les faire vivre ensemble, en groupe. C'est vraiment une sortie, et d'ailleurs, on le constate dans nos points de vente. Là, c'est plus empirique, hein, je n'ai pas de chiffres à vous partager, mais on voit bien que c'est une sortie familiale, une sortie entre amis. Donc, c'est quand même assez... moi, je trouve assez joyeux d'imaginer ces gens qui vont ensemble faire une expérience, en l'espèce culturelle, parce que c'est un petit peu finalement la ligne éditoriale qu'on a choisie. Mais notre pari, c'est que quand on dit qu'on veut faire des expéditions immersives, un standard du divertissement, c'est que bien sûr, il y aura des expéditions immersives de toutes sortes. Et pour répondre à cet enjeu-là, un de nos gros enjeux pour le futur, c'est d'ouvrir la plateforme technologique qu'on a conçue, dont aujourd'hui nous sommes les seuls utilisateurs, mais dont demain nous voudrions qu'elle puisse être utilisée par d'autres studios de création, d'autres studios VR, qui seront capables d'apporter leur propre créativité et leurs propres idées, et de créer un réseau suffisamment vaste pour permettre d'accueillir toutes ces expériences. Merci Catherine. Je vois le temps qui passe. Je ne sais pas si éventuellement vous avez dans le public une ou deux questions à poser. Pas de problème. C'est pas grave. Non, merci beaucoup. Merci Catherine. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. On sera ravis de suivre les prochaines expériences Excurio. Voilà, qui devraient pas tarder à arriver. Merci. Merci beaucoup Catherine, merci Alexandre, merci pour cette belle présentation. 5 petites minutes de pause et on se retrouve pour parler transition environnementale des industries créatives. Merci beaucoup.